Mais des fois, quand tu refuses de vivre une émotion, elle s'implante quand même à l'intérieur et t'as pas pu l'extérioriser. Fais, ose et on verra après qu'est-ce qui se passe. Tu vas pas forcément mettre des MOTS, des mots, mais tu vas libérer tes mots MAUX juste en exerçant des vocalisés. C'est ça qui est génial avec cette technique. Comment s'épanouir et créer une vie pleine de sens sans se cramer physiquement ou mentalement? Comment réussir sans s'oublier nous-mêmes ou ceux qu'on aime? C'est pour nous aider à trouver cet équilibre qu'est né ce podcast. Je suis Christian S et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nolwenn. Nolwenn qui est thérapeute vocale et corporelle, que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a quelques semaines et qui est intégrée à un groupe d'entrepreneurs auquel je participe. Bonjour Christian, bonjour chers internautes qui regardez cette vidéo. Salut Nolwenn. Eh ben écoute, ce que je te propose pour commencer, je t'ai introduit moi en une phrase, mais est-ce que tu peux toi te présenter? Me présenter donc Nolwenn, thérapeute vocale et corporelle. Ce qui m'anime au plus profond, c'est d'accompagner les personnes et de leur donner des outils pour qu'ils puissent se sentir mieux eux-mêmes. Ok. Alors mieux même sur quel plan plus particulièrement? Sur la gestion des émotions, la gestion des conflits et surtout l'utilisation de leur voix. Ok. C'est vrai que c'est une de tes particularités, ça, l'utilisation de la voix. C'est quelque chose qui prend beaucoup d'importance dans ta thérapie, de ce que j'en ai compris. Euh, Tu peux nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Eh bien, j'utilise une technique, l'ostéophonie. Et en fait, quand j'ai utilisé cette pratique d'abord pour moi, hein, puisqu'en fait, il y a quelques années, parler devant un auditoire ou autre, c'était compliqué. Même, je travaillais au sein d'un restaurant, on était une équipe de 10 salariés. Je regardais mon emploi du temps parfois d'une semaine à l'autre pour voir, parce qu'il y avait une personne, notamment dans l'équipe, que je ne pouvais pas voir, et je me disais, oh mince, ces jours-là, ça va être compliqué. Et je me renfermais sur moi-même quand je travaillais en même temps que cette personne. Donc, la relation à l'autre a pour moi, quand j'étais plus jeune, été compliquée. J'étais quelqu'un d'un très introverti, timide. De ce fait, je suis arrivée à l'ostéophonie à la base, une pratique que je transmets aujourd'hui. Je donne des cours, etc. pour moi. Donc, ça a d'abord été une thérapie personnelle, d'où thérapie vocale et corporelle. Et j'ai eu la chance, donc la personne qui avait créé cette technique, Janine La Jeunesse, était musicienne, avait l'oreille absolue, et son compagnon était ostéopathe. Et donc ils ont ensemble vraiment euh, allié leurs deux techniques pour créer ça. Et je n'ai pas connu Janine, mais j'ai connu son compagnon Emmanuel, qui m'a donc donné des cours. Et ensuite, on a donné des cours à d'autres personnes. Donc moi, j'étais au clavier, au piano, puisqu'on utilise un piano, on fait des vocalises et à la personne. Et Emmanuel, donc, lui, corrigeait l'élève directement, donc à distance, ou en corrigeant le corps de l'élève. Et au fur et à mesure, en fait, en pratiquant cela, eh bien, j'ai acquis la technique et aujourd'hui, je suis à même de donner des cours, de transmettre, d'enseigner, puisque j'aime ça, vraiment, ça fait partie de ce que j'aime faire, enseigner, transmettre, apporter des connaissances, l'élément qui manque à la personne. C'est quel type de problématiques avec lesquelles les gens viennent te voir? Parce que on va voir, on a mal au dos, on va voir un kiné ou un ostéo. Mais du coup, justement, quand on vient te voir, en général, c'est quoi la demande? Euh, il peut avoir des demandes très hétéroclites, donc je dirais que principalement c'est plutôt des personnes qui viennent pour un développement personnel, pour se sentir mieux ou redécouvrir leur voix, ou des personnes qui ont des soucis, que ce soit ils ont eu des expériences où ils se sont retrouvés à faune par exemple, ou alors la timidité beaucoup aussi. Peut-être par mon vécu, j'attire aussi ce genre de personnes qui fait que ben, ils ont besoin, que ce soit dans leur entreprise, dans leur travail ou autre, de se faire entendre, apprendre à dire non, ou gagner en autorité, que ce soit avec les enfants, la famille, etc. Donc c'est souvent un problème de communication ou une idée de développement personnel qui amène les personnes à me choisir en tant qu'accompagnante. Ça veut dire que pour toi, c'est vraiment la voix qui va permettre de se faire plus respecter, d'avoir plus d'autorité ou plus d'assertivité? Oui,
Et là où j'en ai pris conscience, de manière un peu surprenante, je dois dire, c'était lors d'un stage de self-défense. Et ce qu'ils ont dit, les formateurs, donc, c'est que souvent, le prédateur, il va chercher des proies et en fait, il va pas les chercher, il va les deviner, il va les sentir directement. Et en fait, plutôt, une fois qu'on a été pris pour proie, c'est presque trop tard. Enfin, il faut, sauf qu'il peut, il y a des techniques, etc. Mais l'idée, c'est que si on se fait agresser, ce qu'ils nous enseignait, c'était que il faut absolument avoir une voix forte et plutôt grave, parce qu'une voix criarde, donc là on parle plutôt des femmes qui sont plus souvent victimes de violences, etc. Et ben ça va souvent avoir des voix paniquées, criardes, un peu comme ça, et ça va exciter et énerver encore plus le prédateur. Et donc ça m'avait déjà fait quelque chose où je m'étais dit, ah oui, c'est super important la voix en fait. Et après, c'était quoi la question? Bah, c'est justement en quoi Ouais, ça peut t'aider justement sur ces différentes dimensions, tu vois, sur le respect que tu peux inspirer, l'autorité, oui, tout ou à alors le fait. fait de pas te dire ce que tu as sur le cœur, quoi, de manière assertive. Bah, par rapport à l'autorité, il suffit d'imager. Par exemple, on a une classe, je sais pas, dans un collège, on a deux intervenants qui vont intervenir la même journée. Un intervenant, ça va être un militaire, donc il va avoir une certaine carrure, une certaine posture, une certaine voix. Logiquement, les collégiens ne vont pas moufter. Après, tu vas avoir un deuxième intervenant, je sais pas, euh, qui n'a pas l'habitude de parler devant un auditoire, par exemple, et puis qui va pas être très à l'aise. On va dire que c'est par exemple un jeune étudiant qui doit présenter quelque chose. Eh bien, l'écoute ne va pas forcément être la même, à moins que cette personne sache utiliser l'humour. La classe, elle va de nouveau bah, faire les collégiens comme ils savent le faire, hein, perturber l'audition de l'auditoire, quoi. C'est vrai qu'en plus, là, tu prends l'exemple des collégiens, je crois que c'est le pire âge. Mm. Et ouais, je pense Oui, qu'on a tous des souvenirs du collège, de certains profs qui n'arrivaient pas à se faire respecter. Alors, je pense que la voix, effectivement, y participait, mais c'était souvent un tout. en fait, la voix est intimement reliée à la personnalité. Et donc forcément, enfin, ça fait partie de ce tout que tu évoques, parce que tout ça, c'est relié. Comment je me présente face à l'autre et comment l'autre me reçoit. Mais pour l'histoire des collégiens, bon, c'est l'âge ingrat de par le basculement hormonal, etc., qui est également lié à la voix, mais c'est surtout que les enfants, il faut savoir qu'ils ont aussi des oreilles sensibles. Et ça, il y aurait tout un panel à développer, mais peut-être pas aujourd'hui. Ok. Et alors, justement, toi, en tant que thérapeute, donc ce que j'ai compris, c'est que justement l'ostéophonie t'avait permis pas de t'affirmer et de pas d'être moins timide, parce que je pense que c'est aussi un trait de caractère et c'est ok, c'est pas un défaut forcément, c'est plutôt un trait de caractère. Mais donc du coup, l'ostéophonie t'a permis de t'affirmer, mais en dehors de ça, tu le sais, le podcast, il s'appelle L'équilibriste. L'idée, ben, c'est d'explorer peut-être deux axes, deux aspects, soit de ta vie, soit de celle de clients que tu accompagnes, qui, euh, qui ont tendance à rentrer un peu en contradiction et qu'on essaye d'équilibrer. Quand on en a parlé, on s'est dit qu'on allait voir ce qui venait lors de l'échange. Euh, qu'est-ce qui t'apparaît le plus pertinent là-dessus pour toi? Ah, j'ai pensé à deux choses sur ce qui m'avait motivé dans mon travail. C'était la gestion du stress, puisqu'on est tous confrontés à ce stress qui peut être plus ou moins embêtant en fonction des personnalités. Et le deuxième axe qui est encore un problème que je dois travailler là-dessus au sein de mon entreprise pour trouver un équilibre en fait entre l'entreprise passion, parce que mon métier c'est également une passion, et la vie personnelle, hein, la vie privée. Et là, c'était la gestion du temps. Et je pense que en fait, ça concerne tout le monde aussi, quoi. On est tous à courir après le temps dans notre société, je crois bien. Ouais, et c'est fou, hein, on a l'impression qu'il y a pas 24 heures dans une journée. On nous ment, en fait, en théorie, mais en pratique, non. Euh, En tout cas, moi, j'ai cette impression.
C'est très intéressant du coup sur ces deux axes. Si tu veux, on peut commencer effectivement par ce que tu évoquais, c'est-à-dire le fait d'avoir un travail et une passion qui soient un peu liés, et tu sais au final, de ce que je comprends, pas trop comment l'agencer en fait dans ta vie, c'est ça? Oui, ben là j'apprends petit à petit hein, en rejoignant des réseaux là où on s'est connus à grandir notamment. Et en fait, il a déjà fallu que je comprenne que j'étais passée de la casquette salariée à la casquette chef d'entreprise. Et ça m'a pris quelques années parce qu'au début, on a peut-être le syndrome de l'imposteur ou autre en tant qu'indépendant, notamment dans la sphère du bien-être, hein. On a des problèmes de légitimité souvent. Et enfin, c'est ce que j'ai pu remarquer autour de moi avec les professionnels que j'ai pu côtoyer. Et, euh, et donc, tout ça, c'est apprendre à gérer cela. Mm. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, qu'il y a ces problèmes de légitimité qui sont là assez souvent? Bah ça, c'est la société hein, qui, notamment, enfin, je suis partie par exemple, il y a un an, j'ai fait un voyage en Inde. Là, j'ai vu que en revenant, j'étais super motivée, je me sentais libre, je me disais, waouh, je vais pouvoir faire tout ce que je veux en rentrant. Et après, bah, tu as tout le cadre de la société française, européenne et tout qui te retombe dessus. Donc après, en fait, petit à petit, te retrouves plus ou moins bloqué. Et après, c'est à toi de savoir prendre les rênes et jouer avec l'environnement dans lequel tu évolues. Et c'est ça que j'apprends encore, en fait. T'as l'impression que c'est marrant l'image que t'as utilisée comme quelque chose qui te tombe dessus, un espèce de cadre que tu subis. C'est, tu peux te développer un peu ta pensée sur ce point? Oui, bah, en fait, je l'ai bien imagé de ce fait. Je suis une bonne mimeuse, je ne savais pas. Parce que quand je suis revenue l'année dernière, j'ai dit, mais enfin, le premier truc que j'ai senti, c'est la chape de plomb qu'on avait sur nous ici ben, en France, quoi. Mais c'est dans l'énergie, c'est subtil, mais on le sent, quoi. Les gens sont pas heureux, les gens... Enfin bref, c'était plus une sensation énergétique, vibratoire, mais que palpable. Ok. Et il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder aussi, quoi. Oui, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui te poussent pas forcément vers le haut, on va dire, malheureusement. Et bah, c'est tout le challenge, hein. C'est aussi d'arriver à s'entourer de personnes où on sent que bah, l'énergie, qu'elle nous donne plus d'énergie qu'elle nous en prenne, quoi. C'est ça, mais après, je suis allée voir quelqu'un qui m'a dit, mais tu sais, Nolwenn, il suffit de savoir jouer avec les règles du jeu, quoi. Et ça, c'est une phrase que je garderai en tête, je pense, toute ma vie longtemps, parce que je me suis dit, ah, ça, c'est une petite phrase qu'on te dit comme ça, mais c'est un précieux conseil, en fait, qui va rester très longtemps. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, si tu joues à un jeu, t'es obligé d'en accepter les règles, quoi. C'est ça le truc. C'est ça. Et souvent, on passe pas à l'action parce que on se dit, ah, c'est pas possible, enfin, on se sent coincé parce qu'on ne trouve pas la solution, mais c'est pour ça que des fois, il suffit de prendre un peu de recul, changer de posture, changer de... et lâcher prise. Donc là, on en revient sur la gestion du stress. C'est bien, tu te fais des transitions à toi-même. C'est cool. Bah, du coup, parlons-en. Par rapport à la gestion du stress, justement, euh, comment tu peux aider aussi, par exemple, des personnes qui nous écoutent à avancer là-dessus? Parce que je pense qu'on est à peu près 100% des gens à être concernés, sauf à des degrés différents. Tu as tout à fait raison, tu l'as bien résumé. Pour moi, c'est un challenge sociétal de toute façon. On doit apprendre à gérer ce stress parce que notre système nerveux, qu'on en ait conscience ou pas, parce qu'il y a la moitié des gens, ils vont te dire oui, je suis stressé, mais il y en a plein qui vont te dire que non, ils sont pas stressés. Et pour autant, d'un point de vue physiologiste, leur système nerveux répondrait autre chose. C'est-à-dire que si on observe le système nerveux, il y a plein de gens qui sont stressés sans le savoir. Et l'objectif de tout à chacun, en tout cas de mon point de vue, ça devrait l'être, c'est de vieillir en santé, que notre corps reste notre meilleur ami pour la vie. D'où ma motivation dans mon métier, thérapie vocale et corporelle. Pour moi, la thérapie, pourquoi ce nom-là?
parce que pour moi, la thérapie passe d'abord par un travail corporel, donc respiratoire, mouvement et la voix, ma spécialité aussi. Mais j'utilise l'ostéophonie, mais également le yoga danse, une autre pratique où on apprend à respirer notamment dans le dos et à faire circuler le flux pour remettre de l'unité dans le corps qui est trop souvent morcelé et sortir notamment de ce mouvement nerveux, ce mouvement physique où on est toujours à faire quelque chose, être dans l'action, et plutôt que de passer dans un mouvement où on lâche et juste vibrer et ressentir pour créer le mouvement par la respiration. Donc ça, c'est tout un autre travail que tu ne connaissais peut-être pas encore, mais que j'ai comme corde à mon arc également. Ouais. Et Oui, c'est justement, bah, c'est aussi tout l'intérêt de ces échanges, c'est que j'apprenne à mieux te connaître. Euh, alors, t'as dit deux choses vraiment intéressantes. Tu parlais de corps morcelé. Tu peux préciser? oui, alors je vais essayer d'être courte. C'est-à-dire que bah, souvent, mm, je vais prendre l'exemple simple pour l'auditeur. On va faire un mouvement, on va utiliser seulement une articulation la plus simple. Là, j'attrape ma bouteille, hop, j'utilise juste mon épaule. Alors qu'en fait, normalement, l'épaule aurait à peine à bouger. Parce que souvent, on a des mouvements répétitifs qu'on va faire, que ce soit dans une activité passion, je sais pas, on va courir ou j'en sais rien, Mm. ou alors dans le travail. Et moi, j'étais crêpière avant, et notamment en tournant les crêpes, bah, je le faisais pas forcément bien et je me suis créé des tendinites, enfin bref. Et là, je me suis rendu compte, ah oui, mais en fait, dans chaque métier, on devrait avoir, bon là, à l'époque, je disais le yoga du crépier ou ce genre de choses, mais en fait, on n'apprend pas à utiliser son corps pour faire le mouvement en adéquation avec l'énergie, enfin voilà, l'énergie du mouvement pour euh, faire un mouvement qui soit plus respectueux du corps et qui finalement soit plus une danse. En fait, la vie devrait être, le mouvement devrait être une danse permanente. On devrait jouer avec les objets, l'espace, mais par les contraintes et le stress, le temps, etc. Ce n'est plus le cas. Et je crois que c'est un enjeu euh, vital. C'est peut-être pas le cas encore, mais un enjeu en tout cas des prochaines décennies qui vont se dessiner dans le futur. Ok, je comprends mieux. En fait, c'est que tu parlais de morceler dans le sens où on va souvent utiliser un seul muscle ou une seule articulation pour faire le mouvement, au lieu d'impliquer le corps entier, comme là dans ton exemple, pour saisir la bouteille, j'irai vers l'avant, je me basculerai tout mon bras, au lieu de juste attraper l'épaule et du coup créer une tension trop importante sur une seule partie du corps. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est la seule chose que je vais décrire là dans ce podcast. Hmm. Après, je pourrais dire d'autres choses, mais là, voilà. Ok. Et autre chose qui m'a semblé intéressant de relever, c'est tu disais que le stress, souvent, on avait l'impression de ne pas être stressé, alors que physiologiquement, on aurait des marqueurs de stress. Sauf que, bah, on va pas toujours forcément faire des analyses pour le savoir. Comment, à ton avis, on peut repérer assez facilement si on est stressé ou pas réellement? Quelque chose de très simple, parce qu'en fait, je l'ai vu chez plein de personnes qui sont venues me voir. On me dit, ah non, non, moi, je suis pas stressée. Et la personne, pourtant, elle n'arrive pas à dormir. Hmm. Elle s'endort pas. Donc ça, c'est quelque chose de simple, mais c'est le marqueur le plus simple qu'on peut repérer soi-même. Quelqu'un qui ne s'endort pas en 5 minutes ou en 15 minutes, peut-être que pour certaines personnes c'est toujours un peu plus long, ben, c'est que le système nerveux, donc dans le système nerveux, tu as le système sympathique qui va exciter, lutte ou fuite, entre guillemets, et le système parasympathique qui est celui de la détente. Donc quelqu'un qui n'arrive pas en fait à se détendre normalement en quelques temps, eh bien, c'est déjà un marqueur de stress physiologique. Ok. Et comment je peux observer ça justement si j'ai l'impression de ne pas être stressé et qu'au fond je peux l'être physiologiquement, je peux aussi avoir l'impression de me détendre assez facilement, alors qu'en fait je suis pas réellement détendu. Je suis toujours tendu. Tu vois où je veux en venir? Est-ce que tu as des moyens pour, au-delà de ce ressenti qu'on peut avoir et qui peut être biaisé, est-ce que t'as des moyens un peu plus simples ou un peu plus directs euh, pour voir où on en est?
Un exercice concret et simple qu'on peut faire, c'est essayer bon, on est assis ou debout, peu importe, on ferme les yeux et on essaie de voir si on peut rester immobile. Souvent, la personne qui est stressée, il y aura toujours des petits mouvements parasites de gauche à droite. Alors, est-ce qu'elle va le sentir? Ça, c'est encore autre chose. Et sinon, c'est le mental qui ne s'arrête jamais. Ça, c'est une deuxième partie aussi. Tu conseilles des techniques genre la méditation par exemple dans ce cas-là? Pour les personnes qui sont vraiment stressées ou autres, la méditation statique va être très difficile. Alors, ceux qui sont très besogneux ou courageux y arriveront, hein, à Mhm. force de pratiquer, mais la plupart des personnes ne vont pas le faire parce qu'elles se disent: «Ah non, ça c'est pas pour moi» et ça leur fait peur et ça leur crée même de l'anxiété, entre guillemets. Donc, pour moi, la méditation, en fait, ça s'appelle d'ailleurs dans le yoga le karma yoga. Je ne sais pas si tu connais ce Non. terme. C'est bah, en gros le yoga du quotidien. Donc, en fait, nous, on est dans cette société, on n'est pas dans des temples ou dans des ashrams toute la journée où on pourrait rester méditer. Nous, on est des êtres actifs et donc il faut, euh, du mieux que l'on peut, garder le système nerveux en bonne santé, mais tout en restant dans l'action, quoi. Mhm. Et, et pour moi, la méditation, elle peut passer également quand je passe le balai. Elle peut passer également, donc bon, après moi j'ai le yoga dance par exemple qui est ma méditation active, c'est pas le yoga dance, on fait pas des chorégraphies assez rapides avec une succession de postures de yoga, c'est vraiment des mouvements lents et continus où en fait le corps va avoir le temps de se déposer et notre partenaire va être une musique douce et vraiment lente. Donc on sort justement de ce côté nerveux pour lâcher prise. Mais pour les personnes, ça peut être juste marcher dans la nature, par exemple, mais marcher pas. Je marche, je cours d'un point A à un point B, Mhm. marcher en étant présent dans le corps. Donc ça, c'est des conseils simples et classiques. Juste déjà, l'exercice de marcher du point A au point B en restant conscient de son environnement, ça paraît simple, dit comme ça, mais pour, je sais pas, 8 personnes sur 10, c'est compliqué. En fonction de la distance du point A et du point B, j'entends. Mais ça, c'est des petites choses simples qu'on peut essayer de mettre en pratique par soi-même. C'est vrai que tu te rends compte que très rapidement tu pars dans tes pensées en fait parce que t'as un truc qui te fait penser à un autre et puis tu te dis ah bah en fait qu'est-ce que j'ai mangé ce soir et puis il faut que je rappelle machin et oui c'est vraiment pas évident d'être complètement présent en fait à ce qu'on fait. Euh, Plus de, je sais pas, 30 secondes, une minute, très rapidement, tu sens que tes pensées partent. Bah, comme justement dans la méditation, moi je suis débutant hein, dans cette discipline. J'essaie de temps en temps, mais je suis pas assez régulier ni j'ai pas mis encore assez d'efforts là-dedans. Euh, mais ouais, je le ressens que bah, très rapidement, tu sens que tu pars et en fait, c'est un aller-retour, quoi, entre partir, revenir. Et c'est là que l'outil aussi pour le débutant, ben, ça va être, ou même pour le moins débutant, ça va être la discipline. Souvent, c'est un mot qui fait peur, autant pour l'entrepreneur ou pour celui qui n'est pas entrepreneur, hein. En fait, la discipline, ça a toujours été associé à quelque chose un effort difficile, etc. Sûrement lié au mot qui était employé quand on était enfant. Enfin, pour nous, la discipline, fallait être carré et tout, c'était pas agréable. Mais la discipline, ça peut être aussi un jeu à développer avec soi-même, en fait. Et pour les personnes particulièrement stressées, ou même qui se sentent pas stressées, mais qui veulent créer plus de connexion avec leur propre corps, leur propre soi, eh bien, ce que je peux conseiller aussi, c'est de mettre en place une petite routine. Donc le plus simple souvent, ça va être au réveil, mettre le réveil peut-être, je sais pas, cinq minutes ou 10 minutes, 15 minutes plus tôt que d'habitude, pour éviter d'être dérangé, ben, si on a des enfants, par les enfants, d'être dérangé par les choses du quotidien qui peuvent nous perturber. Et, euh, et là, le matin est vraiment le moment propice, le réveil, pour rester... Le système nerveux n'est pas encore bien activé normalement, il est encore un peu Ouais, on est entre deux. mou. Donc, c'est vraiment le moment pour moi qui est propice pour développer cette connexion, cette lenteur envers
envers soi par des mouvements simples, des respirations ou ce genre de choses. Plutôt dans le lit ou faut obligatoirement sortir? Moi, je dirais quand même de sortir et de s'asseoir, d'être quand même dans la posture où la colonne vertébrale est droite, enfin, on est assis droit, Hmm. comme en méditation par exemple, si on reste sur une idée de respiration ou de méditation. Mais pour quelqu'un qui débute vraiment, si déjà c'est compliqué de sortir du lit, ça peut être allongé. Mais souvent, quand on reste allongé, il y a le risque de se rendormir. C'est vrai. C'est là où on peut être partagé, parce que de l'autre côté, quand on sort du lit, bah, on peut déranger aussi l'autre personne si on est à deux, ou avoir du coup des enfants qui se réveillent, des animaux, etc. Puis du coup être pris, tu vois, dans ce début de journée. Mais quand on reste au lit, oui, je te confirme, on peut avoir un rendormissement. Euh, Oui, parce que quand j'étais en Inde, donc on avait différents cours hein, dans la journée, et il y avait le cours de méditation, et c'est vrai que c'était en fin de journée, et les quelques fois où on a pu faire en posture allongée, à chaque fois, je m'endormais, quoi. Alors que bon, t'es assis, tu t'endors pas. hmm, Voilà. ouais, clairement. Ou alors t'es vraiment très très fatigué. Peut-être. C'est intéressant. Ça fait déjà deux conseils très concrets en fait, de petites choses qu'on peut mettre en place pour avoir améliorer ce rapport au corps. Donc déjà le fait de mettre en place ces exercices, peut-être 5 10 minutes euh, avant de débuter sa journée, vraiment directement au réveil. Et par exemple des petites marches dans lesquelles justement on essaie d'être conscient au maximum de soi, de son environnement. Donc ça pour toi, effectivement, c'est deux techniques qui permettent d'être plus présent dans le corps et de ressentir si on a du stress ou pas. Et si on en a, j'imagine de le diminuer. Et le dernier petit outil qui peut vraiment être utilisé partout, et moi que j'utilise au quotidien, c'est la respiration. Que tu vives une émotion compliquée ou alors une contrariété, enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer en une journée. Il y a des moments où, en fonction de l'environnement, tu pourras pas faire ce que tu veux, mais toujours revenir à la respiration permet vraiment déjà de prendre du recul et de lâcher prise. Après, il y a différentes méthodes de respiration, tu vas pas toutes pouvoir les utiliser. Si tu es à la caisse au supermarché et qu'il y a quelqu'un qui t'embête derrière toi parce qu'il te charge, enfin voilà, et qui respecte pas ton espace personnel, bon, il y a, il faut faire avec l'environnement et la situation. C'est clair. Ouais, mais c'est ça, on pense toujours qu'il faut se mettre en lotus avec une petite musique, de l'encens et puis méditer pendant une demi-heure. Non, en fait, c'est vrai que tu peux simplement essayer de te concentrer sur ta respiration, voilà, souffler un coup et ça n'a pas besoin forcément de se voir réellement à l'extérieur, mais c'est juste, ça permet aussi des fois de ne pas s'énerver pour rien du tout, quoi. De se rajouter du stress alors que on en a déjà assez sans rien faire. En fait, se connecter à ta respiration va t'aider à garder de la distance sur l'événement que tu es en train de vivre. Effectivement. Ce que j'avais entendu, c'est que justement, quand tu étais dans cette distance par rapport à l'événement, c'est-à-dire que tu observais en quelque sorte ce que tu pouvais ressentir, bah du coup, t'es pas pleinement dans ce que tu peux ressentir. Et si ce truc-là est justement pas très chouette et un petit peu embêtant, typiquement de la colère, bah ça te permet déjà effectivement d'avoir une première distance par rapport à ça. Ok, super. Et bah, du coup, la quatrième, si la personne veut aller plus loin, bah, c'est par exemple d'explorer ce que tu proposes, donc notamment le yoga danse pour cette partie-là, Ou l'ostéophonie, ou parce que l'ostéophonie. l'ostéophonie, c'est vraiment ce qui va te... Tu vas pas forcément mettre des MOTS, des mots, mais tu vas libérer tes mots MAUX juste en exerçant des vocalisés. C'est ça qui est génial avec cette technique, notamment je pense qui est très novateur pour nos adolescents, parce que souvent ils ont du mal à parler, mais ils ont plein de choses sur le cœur et voilà. Et, euh, et c'est pour ça que ça paraît étonnant et que je souhaite développer d'ailleurs cette pratique entre parents, peut-être adolescents, pour résoudre des conflits sans avoir à expliquer la réelle cause. Parce qu'en fait, on s'en fout de la cause des fois. Il n'y a pas forcément besoin de la verbaliser, il suffit de l'extérioriser. Parce que là, quand tu disais juste avant que la colère, enfin je sais plus tes mots exactement, mais la colère
des fois, ok, tu veux essayer de pas la ressentir, mais des fois, quand tu refuses de vivre une émotion, elle s'implante quand même à l'intérieur et t'as pas pu l'extérioriser. Donc, faut trouver la balance. Enfin, il y a le mot qui me vient en anglais. L'équilibre, justement, entre pouvoir exprimer une émotion. Des fois, tu vas pas pouvoir exprimer ta colère tout de suite, mais il faut pouvoir la décharger après. Parce qu'en fait, on est tous à vivre différentes émotions. Moi, mes colères, si je peux pas l'exprimer tout de suite, ben, le soir, je vais l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Enfin, voilà. Je pense que c'est important de rappeler que les émotions qui sont désagréables, enfin néfastes, j'allais dire, mais désagréables, elles nous servent aussi dans notre évolution personnelle et à faire des choix. Et là, les choix, c'est pour la transition sur la gestion du temps. Exactement. Juste avant de la gestion du temps, je voulais dire que je suis absolument d'accord avec toi. La colère, par exemple, ça, en fait, je pense qu'il faut différencier les deux. La colère passagère et tu vois un peu nerveuse, l'agacement, etc. Mais qui sert à rien en fait, qui est pas productif. De la réelle colère de fond en fait. Tu vois qu'il y a un peu plus de la révolte, de l'indignation. Et ça parfois c'est un truc qui peut être très très puissant quand c'est juste en fait comme colère. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans de grands projets et aussi qui ont de grands impacts et ça part des fois de ce truc-là. Tu te dis non mais c'est pas possible, je peux pas accepter ça, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre et ça te motive. Donc ouais, je pense qu'on fait bien, souvent on parle d'émotions négatives, mais c'est juste que c'est des émotions peut-être plus challengeantes, plus délicates à Mm. aborder. Mais je pense qu'avec le temps, je me suis dit qu'il y avait cette distinction entre ces deux colères, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et finalement, je viens appuyer ton propos, sachant que la colère qui est vraiment, qui devient un leitmotiv peut être créatrice et créer de belles choses derrière. Alors que sans cette colère, bah, peut-être qu'il y a certaines choses qui n'auraient pas vu le jour. C'est ça. Alors parlons de la gestion du temps. Comment ça se passe pour toi? Moi, j'ai toujours du mal des fois à évaluer le temps donc d'une journée peut-être, mais en tout cas évaluer le temps qu'une tâche ou que diverses tâches vont me demander. Et de ce fait, soit je sais pas, des fois je programme ce que je dois faire la semaine d'après. Sur une journée, en fait, j'ai prévu 10 fois trop de choses. En fait, dans la journée, j'ai pas le temps de faire la moitié parce que j'ai mal évalué ce temps. Donc, j'ai encore à apprendre là-dessus. Et souvent, moi, j'ai des ambitions, par exemple. Je vois les grands projets, mais j'ai du mal après à créer les petits pas, les petites étapes. Donc là, c'est en cours, j'apprends à réaménager tout ça, mais c'est vrai que c'est un vrai challenge. Et ensuite, c'est par rapport à l'équilibre entre la vie privée, familiale et la vie professionnelle. Des fois, c'est dur quand t'as pas d'enfant, parce que moi j'ai pas d'enfant, donc t'as pas un certain cadre, parce qu'en fait finalement les enfants ça rythme aussi la semaine, hein. T'es quand même obligé, enfin, en tout cas, ça te demande un engagement et ça te permet peut-être de trouver plus facilement cet équilibre, alors que moi, je n'ai rien. C'est vraiment que ma volonté qui va me permettre de trouver cet équilibre. Mais j'ai mis du temps à le comprendre et je pense que c'est encore à travailler. Et justement, sur le fait de décomposer plus facilement tout ce que tu as envie de faire en termes de grands objectifs, en petites tâches, pas plus facilement calables dans l'agenda, mesurables, etc. Comment tu t'y prends, toi? Ben, sur un grand objectif, c'est a priori au début assez simple de le diviser en plusieurs tâches et en termes de temporalité, tu sais ce que tu peux faire aujourd'hui et ce qui a pas forcément. Enfin, il faut d'abord fait certaines choses avant de pouvoir faire la suite. Mais des fois, je peux quand même toujours me sentir perdue parce que je sais pas, j'ai pas encore trouvé la solution ou j'ai pas encore eu le temps de faire ce qu'il fallait faire pour après aller dans la suite du projet. Et le problème, c'est que je suis multipassionnée, donc est-ce vraiment un problème? C'est pour ça, quand tu parlais d'une journée de 24 heures tout à l'heure et qu'on voyait pas la journée passer, moi, ça résonne, puisqu'effectivement, moi, dans ma tête, j'aimerais bien avoir au moins 30 heures dans ma journée. Comme ça, je peux faire au moins 2 3 heures de musique, parce que j'aime bien jouer de la musique, de la harpe, et 2 heures où je peux faire que du yoga ou du mouvement corporel. Et après, comme ça, j'ai le temps
pour faire ce que je dois faire dans mon entreprise ou autre, tu vois. Mais bon, c'est pas le cas. Et après, il faut essayer de goupiller avec tout, les gens, les relations sociales, etc. Et la vie privée. Ouais, c'est ça qui est pas facile. Heu, Et les imprévus. oui, en plus, ça arrive de temps en temps qu'il y en ait et ouais, c'est ce qui est toujours assez challengeant, c'est comment on arrive à répartir ces heures-là. Je pense qu'il y a aussi, il y a plusieurs solutions au final, hein. Soit on est plus efficient et le truc, au final, qui nous aurait pris 2 heures, bah, on arrive à le faire en 1 heure. Bah, notamment sur des choses un peu obligatoires ou euh, pas forcément des passions, parce qu'on va pas se dire mes 2 heures de harpe, je les fais en 1 heure, ça n'a pas de sens. Euh, mais ouais, sur d'autres choses, on essaie d'être le plus efficient possible pour se dégager du temps. Soit aussi, peut-être, on essaie de se caler moins de trucs dans la journée. Moi, je sais que tu vois, c'est quelque chose qui revient assez souvent pour moi. C'est qu'aussi, j'ai tendance à mettre plein de choses dans la journée, dans une to-do le matin. Alors, j'essaie de les placer dans la journée, mais parfois, je suis un peu ambitieux sur, sur ce que je peux faire. Et du coup, bah, à la fin de la journée, tu dis, ah, bah, j'ai pas réussi à tout faire. Bah oui, mais en même temps, tu t'es mis un programme bien chargé, quoi. Après, je culpabilise pas, ça c'est chouette. Au début, si, peut-être une ou deux fois, j'ai culpabilisé parce que j'avais pas fait ce que j'avais à faire. Et après, j'ai compris que c'était parce que j'évaluais mal le temps et les tâches, quoi. Ok. Ah bah, bien joué, parce que moi je t'avoue que parfois ça revient quand même. Euh, D'accord. quand tu te rends compte qu'en fait ça va pas aussi vite que tu voudrais, je pense qu'on est beaucoup là-dessus. Quand Mm. tu vois, t'as des ambitions, t'as des objectifs, t'as envie de faire des trucs et tout, t'es assez passionné, l'impression de pas aller assez vite, bah, ça rejoint un peu l'impression de pas avoir assez de temps au final. Ouais, tout à fait. Donc, si on en revient au concret, est-ce qu'il y a un truc qui t'a aidé, toi, justement, à mieux évaluer ce que tu pouvais mettre dans ta journée, bah, qui t'a aidé justement sur cette partie-là de gestion du temps et d'équilibre entre passion, vie personnelle et travail social? Ben, qui m'a vraiment aidé rapidement, non, parce que en fait, c'est de l'expérience. Une fois que tu as fait la chose et que tu réitères, après, déjà, tu vas plus vite et tu sais qu'est-ce que tu dois faire. Parce qu'au début, le problème, dans la vie entrepreneuriale notamment, c'est que tu sais pas comment ou tu sais pas quoi faire. Ou alors tu apprends la tâche. Donc, quand tu apprends, forcément, tu es beaucoup plus lent. Et il faut que tu ailles chercher l'information. Enfin, en fait, toutes les petites choses, finalement, ça devient quantifiable au niveau de temps. Et des fois, tu fais pas les bons choix, donc tu perds du temps aussi. Et là, c'est seulement l'expérience qui fait que après tu évolues là-dessus. Je crois que tu es obligé de te prendre des portes pour après avancer. En tout cas, il y en a qui s'en prendront moins, d'autres plus, mais je crois que ça fait partie du jeu, quoi. Ouais, tu penses que En tout cas, c'est j'ai pas de recette obligatoire? magique justement à apporter là-dessus. Non, bah, de toute façon, il y en a pas, hein, c'est clair. Je pense aussi que ça dépend des priorités de chacun. Donc, c'est peut-être aussi de, de mieux connaître les siennes. Ouais, et de réussir à faire des choix. Enfin, je pense que c'est la clé, mais c'est pas forcément facile, quoi. Bah non, parce que c'est un peu une phrase bateau, mais elle est très vraie. C'est choisir, c'est renoncer. Et c'est pas évident de renoncer à des trucs. Oui, parce que ça vient toucher soit l'émotionnel, soit d'autres choses. Et après, est-ce que je suis assez bon? Est-ce que je vais y arriver? Enfin, tout ça, quoi. Ça vient jouer sur tout le psychologique, finalement. Hmm. Rien que, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis pas à la hauteur? Est-ce que je me trompe? Enfin, voilà. Ouais, c'est vrai. Bah écoute, pour terminer cet échange, j'ai trois petites questions à te proposer. La première, c'est tout simplement, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Attends, je vais la refaire. La première, c'est qu'est-ce qui t'énerve, toi, le plus? Ce qui m'énerve le plus, c'est vraiment, ben, c'est pas une inconscience, mais le fait que les gens, ils veulent que ça leur arrive tout cuit. Enfin, des fois, ça m'énerve quand
Par exemple, moi, comme je suis plutôt dans la thérapie, souvent les personnes, ils veulent venir voir le thérapeute et ils veulent le sauveur, quoi. Ils veulent qu'on les remette sur pied, etc. Mais en fait, c'est pas ça. Il faut d'abord se prendre en charge et après, l'autre peut t'accompagner. Donc, ce qui m'énerve, ça, c'est un truc qui m'énerve. Les gens qui attendent que tout vienne de l'extérieur alors qu'en fait, tout ne peut pas que venir de l'extérieur. Ouais, en fait, ils attendent tout simplement, ouais, comme tu le disais, le sauveur ou la baguette magique qui va venir un peu te résoudre tous leurs problèmes Bah en une oui, séance, quoi. et la société, entre guillemets, leur donne un peu raison dans le sens où, bon ben, ils payent, donc tout doit être OK. Mais en fait, il y a quand même le fait de payer, OK, mais il y a quand même un engagement personnel derrière qui doit accompagner ce mieux-être. Tout à fait. Et est-ce qu'il y aurait un... Si maintenant tu avais l'occasion de parler à la Nolwenn d'il y a 10 ans, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? Bah, le conseil, ouais, ce serait que le temps passe tellement vite, n'hésite pas, bah, fais, ose, et on verra après qu'est-ce qui se passe. C'est beau ça. Je pense que ça pourra parler à beaucoup de personnes. Ouais, effectivement, d'oser. C'est pas toujours évident. Comme tu le disais il y a une minute par rapport à d'autres sujets, mais là c'est pareil. Des fois on n'ose pas parce qu'il y a plein de trucs qui nous bloquent, le regard des autres et qu'est-ce qu'on va penser de moi, est-ce que je vais être bien et est-ce que je vais correspondre, est-ce qu'on va m'aimer, etc. Alors, parfois on Mm. conscientise ces questions, parfois on se les dit plutôt de manière inconsciente, mais ouais, c'est pas facile toujours de d'oser. Parfois, c'est plus simple dans un domaine et puis moins dans un autre aussi. Mm. Dernière question. Si, puis j'aime bien cette question. Si tu avais la possibilité d'apparaître sur tous les écrans du monde, les téléphones, les télés, les ordinateurs, et du coup toute la population te voit, et bah du coup tu as une minute pour leur parler, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais, rappelle-toi quand tu étais enfant et que tu t'amusais, que tu jouais sans te prendre la tête. Est-ce que c'était si difficile? Bah non. Alors pourquoi tu continues pas à jouer dans cette société? D'accord, avec tes armes d'adulte, puisque tu as grandi, mais finalement l'enfant, il est toujours en toi. Alors qu'est-ce que tu en as fait de cet enfant? Ben on sait Et j'ai pas. improvisé, hein. Ben on sait pas justement des fois. C'était émouvant parce que du coup je me posais la question en même temps. C'était beau. Merci du partage. Parfois je crois qu'on a du mal avec cette partie d'enfant en nous. Mm. C'est pas toujours évident parce on a évolué, mais parfois en évoluant, on laisse de côté comme ça ces petites parties de nous plus instinctives, plus enfantines, plus simples en fait. En fait, la vie, elle Ouais. était simple. Et en fait, pourtant, de mon point de vue, on m'a dit un jour, à Emmanuel, il m'avait dit bah, que les enfants sont des adultes miniatures. Et ça m'a beaucoup parlé cette phrase aussi, parce que finalement, on l'oublie. Parce que souvent, l'enfant n'est qu'un enfant, mais en fait, non, on doit le respecter autant qu'un adulte. Et d'où peut-être cette phrase qui a émergé de mon cerveau. Voilà. Ouais. À ce sujet-là, sur l'éducation et sur le rapport qu'on peut avoir aux enfants, j'ai lu récemment les livres. Il y a deux livres d'une même série écrits par des Japonais qui s'appelle Avoir le courage de ne pas être aimé et Avoir le courage d'être soi, je crois, le volume 2. Et c'est beaucoup inspiré par la philosophie d'Adler, Alfred Adler. Et c'était super intéressant sur la manière de se positionner par rapport aux autres, de manière générale. Enfin, il y a plein de trucs qui sont vraiment super là-dedans, mais aussi par rapport aux enfants. Et ça me fait tilt par rapport à ce que tu dis. Et je trouvais ça très intéressant sur la manière dont il abordait, qui colle assez à ce que tu viens de dire. Chouette. Ça donnera de la lecture à nos auditeurs. C'est ça, je peux que vous le recommander. C'est des super livres, ça se lit tout seul.
Bah, écoute, Nolwenn, merci pour cet échange. C'était vraiment agréable. On a déroulé plein de fils. En soi, ça fait presque 3 quarts d'heure et on aurait pu continuer comme ça des heures, mais bon, du coup, on s'y perdrait beaucoup dans les sujets. Et j'espère que ça aura pu ouvrir des pistes de réflexion aux gens qui nous écoutent. Bah, merci à toi et à cette chaîne, l'équilibriste, qui va avoir plein de sujets intéressants, abordés de manière différente, finalement avec les différents intervenants. Et je suis curieuse de voir la suite. Bah, moi aussi. On va essayer effectivement de la rendre la plus intéressante possible, s'adapter à la personnalité, puis à ce que chacun a à partager et offrir, pour à chaque fois donner des petites clés de compréhension, puis bah, nous permettre d'avancer ouais, justement sur cet équilibre qu'on recherche tous dans plein de sujets différents de nos vies. Merci Nolwenn, à très vite. Merci, au revoir.